Vous vous demandez sans doute comment fonctionne la télévision. Eh bien, il arrive quelquefois que nous ayons dépassé les fonds qui nous sont destinés pour la création. C'est-à-dire que parce qu'on a un peu claqué le pognon dans la boisson, la bouffe et tout ça, eh ben on est un petit peu sec sur l'argent qui reste pour les sketchs. Alors, il y en a toujours un qui va être moins bon, avec moins de moyens, et c'est celui-ci. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule. Aujourd'hui, c'est le dernier jeudi du mois. Et donc, c'est un podcast sur Sens avec Cédric. Cédric, ça va la pêche, la patate, la forme. La forme, à fond. Adrien. Bonjour. C'est quoi le sujet du podcast? Parce que j'en ai aucune idée. Eh Je suis bien, venu, on m'a dit, vas-y, viens, il y a un podcast. Moi, je suis venu, je suis encore en pyjama, là. Il faut savoir que hier soir, on a fait des parties titanesques et donc on enregistre ce podcast un dimanche matin alors que certaines personnes vont s'apprêter à... Mais donc, tu nous manques quand tu nous dis qu'on est jeudi, le dernier jeudi du oui, mois. absolument. Oh non, tous mes rêves qui s'effondrent. Flavie est avec nous également. Bonjour. Et également Jérôme, ça va? Bonjour, Tu es prêt pour ce podcast impressionnant. Très impressionnant, parce qu'il s'agit d'un podcast sur la philosophie, un podcast sur la philosophie des sens. Et on va voir comment... Alors je tiens à dire que ce ne sera pas en rapport avec les toutes dernières choses découvertes dans la philosophie des sens. Nous, on va se baser sur nos bons vieux souvenirs de fac. Alors voilà, ça date de la philosophie d'il y a au bien 12 ans, quoi. Voilà, c'est ça, exactement. Pour moi, la philosophie des sens, ça sert à tout cramer, mais pourquoi de point de vue, Oui, la philosophie des sens. D'accord, ok, magnifique. Je ne sais même pas comment faire une niveau, transition à partir d'une telle blague. Alors, on va essayer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de parler un peu de différentes théories et de philosophie des sens au cours de l'histoire de la philosophie, de façon à éclairer un petit peu éventuellement certaines problématiques qui peuvent apparaître dans Sens, notamment avec des personnages comme les fragiles, par exemple, qui possèdent effectivement une vision du monde héritée de sensations différentes, mais pas uniquement. On verra aussi que dans Sens Cosmo, jeu à venir, il y aura également d'autres questions soulevées par les sensations, sachant que bien sûr, et puis j'oubliais l'essentiel, c'est bien sûr Sens Néant, qui grâce à des sens différents, que sont l'Alvéa et le Mantis, va permettre d'explorer vraiment tout un univers différent. Je vois que Soren distrait complètement nos podcasteurs et que je me suis contraint de parler tout seul. Vas-y, continue, on t'écoute. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à dire, mais peut-être d'abord on va faire un petit rappel historique de pourquoi philosophie des sens, et d'abord comment on l'appelle. La philosophie des sens, c'est ce qu'on appelle avant tout, enfin je pense en tout cas qu'elle naît dans ce qu'on appelle l'empirisme, à savoir la théorie qui dit que toutes nos connaissances proviennent de la sensation, avec des gens comme Francis Bacon, John Locke et Hobbes, et puis Berkeley, et puis Hume. Et donc on va essayer de parler un petit peu de tout ça. Cédric, tu voulais d'ores et déjà intervenir. Ouais, alors je vais parler de mon point de vue de profane et je vais déjà me mettre en contradiction avec l'animateur. Vas-y, cool, un clash. Non, c'est en fait la philosophie des sens pour moi ne prend pas ses racines dans l'empirisme, puisque déjà avec Platon et même je dirais même plutôt... Merci parce que j'allais le sortir. Ouais, bon, parce que c'est vrai que j'aime pas Platon, mais faut quand même reconnaître des choses. Donc voilà, donc avec Platon et les présocratiques, on a déjà cette thématique des sens qui est abordée, dans la mesure où Platon pose déjà les sens comme étant des menteurs. Donc je pense que ça dira certaines choses à certaines personnes à propos d'un certain personnage de merde. Mais voilà, en tout cas, bon, pour rapidement cerner le sujet, je vais prendre un exemple que Platon aurait pu prendre. Lorsque vous goûtez une pomme, voilà, vous réveillez le matin, vous goûtez une pomme, votre pomme a un certain goût. Les pommes étaient chaudes. Donc vous goûtez votre pomme a un certain goût. Vous revenez donc le lendemain, vous mangez une pomme de catégorie similaire et vous êtes malade. À ce moment-là, votre pomme aura un goût différent. Donc l'hypothèse, enfin qui est même plus une hypothèse pour Platon en tout cas, ce qu'il en a tiré, c'est que les sens nous mentaient parce qu'on avait un même objet
mais avec du coup deux sensations différentes du jour au c'est lendemain. bien du Platon, hein. Il n'a pas considéré que ça pouvait être deux pommes différentes, Pas lui. mais que c'était nos sens qui se trompaient. Merci Platon. Merci Platon. Il n'est pas le seul à défendre cette thématique, puisque même des gens comme René Descartes, par la suite, chez les modernes, prendront également ce parti pris, l'idée Oui, que les sensations nous trompent. Alors attention pour Moi, j'allais Descartes, commencer à parler de la philosophie moderne. Mais justement, c'est bien, parlons de l'Antiquité, si vous le souhaitez. c'est non, c'est bon pour l'Antiquité. Bon voilà, après il y a toute l'allégorie de la caverne, machin, enfin qui est le truc le plus basique pour démontrer qu'en effet les sens Mais effectivement, sont... t'as raison d'en parler. Moi, je sont comptais des menteurs. justement dans la genèse de l'empirisme en parler, parce qu'en fait, pourquoi les empiristes, pourquoi parler d'empirisme, c'est parce que avant, qu'est-ce qui domine? C'est les philosophes judéo-chrétiens et les philosophes platoniciens qui présupposent en fait qu'il existe et dans aristotélicien. et aristotéliciens également. Mais je vais parler juste des platoniciens et des judéo-chrétiens qui supposent que, tandis que j'arrête pas de faire du pied à Jérôme, je vais me reculer un peu parce que C'est normal, vous testez de nouvelles sensations. ouais, tout à fait. Qui présuppose qu'il existe dans l'homme des choses qui ont été placées par soit par les dieux, soit par Dieu, soit par une existence passée, etc. À savoir des gens comme Platon, par exemple, qui supposent que les idées sont dans l'homme avant même qu'il ait fait sa première expérience et que les Cédric. Que les Cédric par exemple. Alors même plus précisément, enfin les idées sont déjà incluses dans l'homme, mais elles sont incluses dans le monde aussi. C'est important de dire, donc c'est ce que Nietzsche appellera l'arrière-monde. Les idées sont déjà implantées avant même que l'homme ne soit présent et ne puisse émettre l'idée. Hein. Ces essences sont déjà présentes dans le monde. Tout à fait. Et c'est aussi également ce qu'on appelle plus généralement finalement la métaphysique, c'est-à-dire tout ce qui est dans le monde avant même que l'homme n'en fasse expérience. Flavie. Je pense qu'il y a un petit truc là à explorer dans le sens, si vous voulez amener vos bugs dans le sens Renaissance sur des fausses idées ou genre de choses, faire supposer que l'ombre monde et peut-être cet arrière-monde, ça peut être intéressant, quoi. Ouais, et puis Oui, sachant que en Cédric. fait on a durant les années 90 sont sortis les Matrix, enfin 90-2000 sont sortis les Matrix, qui reprennent un peu cette thématique, mais là où le trait est plus grossier en fait chez Matrix, dans le sens c'est beaucoup plus subtil. Donc, Comment ça? Tu veux dire que les frères Wachowski, ils ont pas été subtils? Ah non, moi j'aime beaucoup le travail Hein des frères Wachowski, Je vois j'adore, pas je du trouve tout c'est ce que tu vraiment parles. génial. Mais Ouais. c'est vrai que c'est beaucoup plus subtil, C'est mais il y a vrai qu'il aussi y en a un. plus de temps pour développer le propos. Hein. bah, c'est surtout ça. Cédric est un grand fan des frères Wachowski. Genre, je sais pas, tandis que Flavie fait tomber quelque chose dans ce podcast. J'irai pas jusqu'à dire grand fan parce que Matrix 2, Matrix 3, ça me Et V pour ressemble plus à de Vendetta. la branlette intellectuelle qu'autre chose. Mais V pour Vendetta, c'est McTeague qui l'a réalisé, mais qui était l'assistant réalisateur des Wachowski. Voilà. Mais les Wachowski ont aidé en fait, par contre, McTeague à réaliser V pour Vendetta. Donc, évidemment, la problématique dont on parle là, c'est celle des sens qui nous trompent, c'est ça? C'est celle du monde Oui, voilà, c'est ça. d'un monde de sensations qui Ouais, serait. qu'on retrouvera chez erroné. Descartes avec la malagénie, etc. Alors, on peut peut-être expliquer, le malingénie de Descartes, c'est En une gros, expérience de tout ce que pensée. tu vois, en fait, c'est faux parce qu'il y a quelqu'un, un dieu derrière qui est pas très sympa et qui a décidé de te faire croire que tout était vrai alors que tout est faux. Descartes, grand fumeur de bœuf, enchanté. Ouais, c'est L'homme vrai. qui voyait des montagnes en Hollande. C'est vrai que j'ai pas été cool, j'ai fait croire aux gens que les sens nous mentaient. Donc moi, malin génie, je suis vraiment désolé de cet état de fait. Et donc, du coup, c'est de cette expérience de pensée que Descartes tirera son fameux cogito, je pense donc je suis, puisque bien que il existe un En gros, malingénie- le cogito, même quand je suis vraiment défoncée en gros bad trip, il y a quand même quelque chose qui est sûr, c'est que je suis en train de penser. Voilà, c'est ça. Ouais, C'est-à-dire en que fait, même si je peux permettre juste le schéma, en fait, ils sont bavards aujourd'hui. c'est le schéma que je donne à mes élèves qui est finalement très simple parce que à l'origine, c'est vrai que Descartes était un sceptique. Donc il est parti du principe qu'il pouvait douter de tout. Donc Voilà. voilà, je doute de tout. Puis à un moment, il a eu un déclic. Donc en fait, très rapidement l'exemple pour le je doute de tout. C'est exemple, il se penche à sa fenêtre, il voit et en fait, lui, il voit des chapeaux. Pourquoi il voit des chapeaux? Parce qu'en fait, comme il est dessus, il y a des gens qui marchent avec des chapeaux, mais lui, d'où il est, il voit que des chapeaux. Les gens ont Donc, vraiment des chapeaux très très larges, hein, parce que oui, il a À des grands l'époque de chapeaux. Descartes. Ok. Oui, les gens ont des chapeaux assez larges. À large bord. Il voit des chapeaux. Et donc, du coup, il dit, voilà, mes sens ne me montrent que des chapeaux. Alors, du coup, comment puis-je savoir qu'il y a des gens en dessous? Donc, c'est là qu'interviendra la représentation mentale. Je suis en train de penser à la blague des guignols sur les bombardements en Irak.
Je comprends pas, il y a pas d'être humain en Irak, il y a que des rondes serviettes comme ça. Voilà, c'est un peu la même blague. C'est un peu ça. Donc du coup, Descartes est parti du principe, ah ouais, merde, mes sens sont un problème. Mais néanmoins, s'il y a un truc qui est sûr, c'est que je peux douter mes sens. Donc en fait, le fait que je doute de mes sens est un point de départ. Alors. Si je peux douter, alors en fait voilà, c'est je doute, donc je pense, donc je suis. Voilà, parce que je ne peux pas penser sans être. Donc du coup, c'est le point de départ de Descartes. Voilà, quand bien même il y aurait un malin génie qui nous tromperait, encore y aurait-il quelqu'un à tromper. C'est le principe. C'est exactement ça. Élémentaire. Donc, en fait, ce que tu es en train de nous dire là, c'est que, ce que vous êtes en train de nous dire là, Flavie et Cédric, c'est qu'en fait, à l'origine de la philosophie, c'est-à-dire dans l'Antiquité, et jusqu'au moderne, et avec même les philosophes judéo-chrétiens, les sensations sont finalement mal vues. Enfin, il y a un côté un peu, on n'est pas sûr que ce qu'on voit est véritablement le monde. Alors, la caverne de Platon, c'est finalement le monde que l'on voit, ce ne sont que des ombres, ce n'est pas la réalité. Alors, par contre, moi, j'ai un petit souci. Je me rappelle plus exactement de la position d'Aristote. Je suis même pas sûre qu'il en parle, en fait. Alors là, me regarde pas, parce qu'Aristote Je sais que j'ai le souvenir de la fresque où on montre Platon qui montre le ciel et Aristote qui montre la terre. Je pense que Aristote doit pas avoir le même. Aristote, c'est quand même quelqu'un qui était plus aristotélicien. Donc bravo. Et donc je pense que je pense pas qu'il y ait une dépréciation des sens chez Aristote, par contre. Non, je pense pas. Je pense Cédric. Alors, si je peux me permettre, il n'y a pas de dépréciation des sens. Par contre, il y a une interprétation qui est très douloureuse chez Aristote. On retrouve quand même le principe de métaphysique. C'est Aristote quand même qui introduit le terme. Tout à fait. Enfin, c'est pas lui, c'est un de ces classes, machin truc de Rhodes là, comment il s'appelle déjà? Andronikos de Rhodes, oui, voilà. Qui classant les ouvrages d'Aristote, retrouve des ouvrages qu'il n'arrive pas à classer dans la physique et donc il les met après dans la bibliothèque et c'est pour ça qu'il les appelle les ouvrages métaphysiques, c'est ceux qui viennent après la physique. À l'origine, tu fais bien de le préciser, du coup. Cédric. Et donc, il n'y a pas une dépréciation, il y a une interprétation qui est très difficile. Par contre, chez Aristote, parce que lui aussi considéra que les sens ne sont pas trompeurs, mais comment dire, par contre, il veut nous dire que c'est relatif. On ne va pas rentrer dans les détails. Quand même. Vas-y, je t'en prie. Termine sur Aristote, je voudrais dire un truc. En fait, c'est ça, c'est que c'est relatif et donc on ne peut pas se permettre à partir de nos sens seuls de déterminer. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Mais Aristote, c'est déjà celui qui fait la synthèse un peu de tout ce qui se dit dans l'Antiquité. En tout cas, je trouve. À mon sens. C'est certainement le plus poussé. Voilà. Mais d'une manière générale, je trouve que pour les judéo-chrétiens et pour les philosophes grecs, les sensations sont quand même mal vues. C'est-à-dire qu'il y a un côté, le monde sensible, c'est un monde trompeur, c'est un monde piégique, et au final, les idées au-dessus, elles seules sont parfaites et dignes d'une bonne épistémologie, d'une bonne connaissance. Qu'est-ce qu'il y a, Ced? Je te vois. Ah ouais, non, c'est parce que c'est vrai qu'on a parlé des philosophes grecs et chez les philosophes grecs, c'est vrai que c'est une idée qui est relativement acceptée. Alors après, n'oublions pas qu'il y a le mouvement cynique, oui, tout à fait. Le mouvement sceptique et autres. Tout à fait, absolument. Zénon ou autre. Non, mais absolument. Mais dans ce podcast, de toute façon, on va brosser. On parle d'histoire de la philosophie, on va la brosser à gros traits. On va évidemment pas rentrer dans les détails. Mais je veux dire, on peut pas dire tout pour tous les Grecs. Non. Même si je comprends ce que tu as dit. Et ensuite, pour les judéo-chrétiens, c'est vrai que là, par contre, on peut grossir le trait, parce que les judéo-chrétiens, c'est encore pire. Les sens sont non seulement trompeurs, mais sont aussi la source du mal. Ce qu'il n'y a pas chez les Grecs. Tout à fait. Donc, c'est vraiment chez les judéo-chrétiens, par exemple, si on lit la Cité de Dieu de Saint Augustin, on se rend bien compte que la Cité des hommes, c'est quand même c'est à mi-chemin entre les bêtes et les dieux, les dieux, pardon. Cédric. Tout simplement parce que heureusement il y a la raison qui nous sauve. Mais si vous êtes quelqu'un d'absolument pas rationnel, vous êtes une bête. Absolument. Et donc on peut peut-être justement embrayer sur l'empirisme, qui là par contre va redonner la place belle. Ah ouais, un super mouvement ça, l'empirisme. Voilà, c'est ça. Va redonner la place belle aux sensations. Alors dans mon plan, j'avais prévu de parler justement de l'empirisme et de parler de son opposition à tout ce dont on vient de parler en fait. Mais du coup, vous avez commencé par faire de l'histoire de la philosophie dans le sens chronologique, mais c'est pas inintéressant. Pourquoi pas? Alors l'empirisme évidemment s'oppose justement dans ses premiers travaux à cette forme d'innéisme, c'est-à-dire l'idée que Dieu aurait mis en nous
Dieu ou je ne sais quoi aurait mis en nous des idées qui seraient plus parfaites, plus dignes de connaissance que ce que nous apportent les sens. Les empiriques partent du point de vue inverse, c'est-à-dire qu'au contraire, toute connaissance et toute idée provient de la sensation. Alors après, en fonction des empiristes, il y a différents types de philosophie. Hein. Il y a plusieurs philosophies empiristes, il n'y en a pas qu'une seule. Je sais pas par où commencer. Est-ce que Cédric, toi, tu connais bien Hobbes? Ouais, alors moi, C'est mon un cheval de empiriste. bataille, c'est Hobbes, tout simplement, matérialiste. parce que voilà, qui est un matérialiste, évidemment un empiriste, qui est mon philosophe préféré. Donc faisons-lui de la pub. Si un jour vous avez l'occasion de lire le Léviathan, c'est certainement l'un des meilleurs livres souviens écrits en philosophie. Hein. À la faculté de Rennes, nous avions milité pour qu'il y ait une salle à son nom. À son nom, oui. La fameuse Salops. La Salops. Donc on se demandait si on pouvait rentrer par derrière dans la Salops, si on pouvait étudier dans la Salops. Et voilà, ce genre de choses. Nous rappellerons ça pour mémoire. Pour mémoire, mais ça n'a pas marché. Ils n'ont Non. pas voulu, je ne sais Ils n'ont pas pas pourquoi. voulu nous accorder notre Salops. C'est de la discrimination. Ça, je trouvais ça scandaleux. Donc Cédric, oui, donc Hobbes. Ouais, donc Ah là là, Hobbes, nos vieux souvenirs de fac. ouais, vous êtes vieux. Ouais, Donc, je disais Pardon, oui, donc bon. par rapport à Hobbes, donc je vais prendre de Léviathan parce que c'est l'ouvrage de référence. C'est comment dire, il y a plusieurs ennemis. Les deux grands ennemis sont en gros, hein, je dis bien parce que ce ne sont pas les seuls, c'est Platon et Descartes. L'école, enfin la scolastique aussi est la grosse ennemie de Hobbes, mais pour toute de raison, tous les en fait. empiristes, en fait. C'est Ouais, c'est vraiment l'ennemi principal. Et donc, ouais, pour développer un petit peu le truc, c'est qu'en effet, il balaye l'argument du rationalisme pur, dans la mesure où même si on peut considérer que les sens sont trompeurs, la première source d'information, ce sont les sens. Et ça, en effet, c'est quelque chose qu'on ne peut pas remettre en cause. Quand bien même le rationalisme est présent, parce que Hobbes et les autres empiristes, comme Hume par exemple, ne dénigrent pas le fait qu'il y ait un côté rationnel chez la personne, chez le sujet. Il faut quand même admettre que le premier point, si vous faites un schéma dans la source de connaissance, il y a l'objet, puis le premier contact avec l'objet, ce sont les sens. Donc c'est là-dessus qu'il va falloir partir et certainement pas de la rationalité. Alors Hobbes est à l'origine d'une certaine forme également de déterminisme matérialiste, et ça c'est une source d'inspiration très très précieuse pour Sens, puisque Sens part du principe que le monde est déterminé par des lois causales, et c'est exactement le genre de détermination que soutenait Hobbes, à ma connaissance. Donc, tu peux en parler un peu du déterminisme matérialiste de Hobbes? Ouais, très rapidement, parce que c'est finalement un déterminisme qui est assez proche de celui de Wittgenstein, dont tu t'es inspiré. Pour moi, je vais m'expliquer. Je veux bien, en fait, parce que tout simplement le déterminisme matérialiste chez Hobbes consiste en fait à avoir un monde qui ne donne pas des faits illimités, mais quasi illimités. Alors quand on dit que vous êtes déterminé, on dit pas que vous êtes déterminé à vous lever le matin du pied droit, d'aller prendre votre café à telle heure, d'aller chier dans la salle de bain, enfin ce genre de choses quoi. C'est pas ça qu'on veut dire. Ce qu'on veut dire, c'est que lorsque vous êtes déterminé, si vous êtes un héros, vous pouvez passer dans le jeu de rôle la cage chier par la salle de bain, par exemple. Voilà, par exemple, ce qui est très intéressant. Vous pouvez aussi chier chez vos voisins, tout à fait possible. Donc voilà, en fait, ce qu'on veut dire par là, c'est que vous avez une quantité qui est même inquantifiable pour l'être humain, ouais. de fait. Donc vous pouvez vous lever du pied droit, du pied gauche, vous pouvez vous casser la gueule, vous pouvez danser, vous pouvez faire ce que vous voulez quand vous vous levez, mais vous avez quand même un nombre limité de choix. Même si vous ne le voyez pas, vous avez un nombre qui est limité, parce que l'illimité chez Hobbes n'existe pas. D'accord, ok. Donc Ouais, attention, on n'est pas dans un déterminisme primaire à la Freud. Voilà, c'est pas ça. C'est vraiment, vous avez une quantité incroyable de choix, quoi. D'accord, ok. Ah bah tu vois, je me doutais pas que c'était ça. Moi, je voyais le déterminisme de Hobbes un peu semblable à celui de Laplace, qui disait qu'en gros, une intelligence, une puissance de calcul prodigieuse pourrait éventuellement, à partir du présent, déterminer la seconde suivante par des lois, en appliquant les lois causales aux phénomènes et aux objets actuels, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, non, en fait, il n'y a pas cette notion un déterminisme causal. D'accord. Non, il n'y a pas cette notion de prédiction en fait chez Hobbes. La détermination causale n'est pas possible, même si vous pouvez toujours faire alors des hypothèses.
il ne prendra jamais ça comme des prédictions, parce que dans prédiction, ça veut dire que c'est exact. L'hypothèse n'est là que sous forme d'hypothèse. Donc, D'accord. Le truc, c'est qu'en fait, pourquoi on dit déterminisme matérialiste? Parce que en fait, c'est le matériel qui va vous contraindre. Exemple, vous pouvez vous lever le matin. Mais vous n'êtes pas Superman, vous n'allez pas voler, traverser un bâtiment, machin. Tout ça en fait, vous pouvez pas. Vous pouvez pas vous retrouver chez vous à 10h01 et à 10h02 vous retrouvez à Tombouctou si vous n'habitez pas Tombouctou à l'origine. Ouais, c'est ça, c'est un Donc, détail. et en fait voilà, c'est vraiment le côté physique. En qui fait, vous c'est contraint. ça, c'est que les empiristes finalement vont inventer les bases de ce qu'on appelle la physique, tout simplement. J'ai l'impression Adrien. que c'est quasiment que du bon sens dans ce qui est dit. Ah mais oui, mais oui, C'est mais C'est aujourd'hui- énormément de bon sens, Alors, mais on va se faire taper dessus par les Non, c'est pas ça, rationalistes. c'est pas ça, c'est qu'aujourd'hui, ça nous paraît être du bon sens parce qu'on vit dans une ère et dans une époque qui est majoritairement empiriste, en Oui. fait. Oui, Mais à l'époque, ce qui était de l'ordre du bon sens, c'était de croire que Dieu nous avait mis Oui, c'est en vrai, nous ouais. ces idées. Le bon sens, c'est vachement subjectif et lié à une époque. Mais effectivement, quand on réfléchit bien, les empiristes, ce sont les fondateurs de notre société contemporaine, Le fondateur de notre physique moderne. Hein. notre physique C'est, moderne. pour des gens comme Hobbes, on était de la chair, et de l'électricité. Attention, là je fais un anachronisme parce qu'il n'utilise pas ce terme évidemment, mais c'était ça. Hein. C'est voilà, la question d'âme est très très floue hein, chez Hobbes, comme chez tous les, peut-être pas chez tous, mais comme chez beaucoup d'empiristes en tout cas. Ce qui est intéressant, c'est que ces gens-là vont dire, finalement, peu nous importe l'étude des idées, ce genre de choses a priori, et ça, justement, ça c'est une distinction sur laquelle il va falloir revenir, Ouais, la on va distinction entre revenir, a là. priori et a posteriori, mais peu nous importe les idées a priori, ce qui compte, c'est ce que l'expérience nous apporte. Alors justement, Alors, j'ai une faire un petite petit question. point. Ouais. J'ai une petite question. Au début, quand tu parlais des empiristes, tu parlais qu'ils n'étudiaient pas les objets, mais comment on les interprète par les sens. C'est ça que du coup, il vaut mieux. Oui, enfin, eux, ils disent étudier les objets par les sensations. Ils ne disent pas que... D'accord. Mais est-ce qu'ils étudient les sensations pour pouvoir étudier les objets correctement, ou est-ce qu'ils ont une réponse enfin, vu que leur objectif c'est d'étudier les objets par les sensations, Oui. est-ce qu'ils étudient les sensations, ils arrivent à une conclusion qui leur permette de dire effectivement par les sensations on peut étudier les objets? Ben non, justement. Et c'est D'accord. tout le. Enfin, moi, il me semble pas qu'il y ait de preuves, absolues données par les empiristes sur le fait que les Enfin, sensations même soient un si- bon témoin pour étudier les objets. Même si c'est une preuve erronée, est-ce qu'ils sont eux arrivés à quelque chose qui les satisfasse, ou alors est-ce que leur théorie Moi, je est restée toujours bancale à cause de ça? Cédric. Alors, la théorie n'est pas bancale. Alors, par exemple, chez Hobbes, on aura en fait une forme de relativisme. En fait, on va mettre tout le monde d'accord sur un. Alors, en fait, chez Hobbes, on va mettre tout le monde d'accord sur un principe, c'est que si la majorité des gens pensent ça, alors c'est que sur ce moment donné, cet état de fait sera une convention. Alors, ce ne sera pas vrai. Aucun empiriste ne pourra dire voilà c'est vrai parce que la vérité absolue n'existe pas chez des gens comme Hobbes. Mais voilà, on va se mettre d'accord. Finalement, comme on fait maintenant, hein, ou comme on a fait avec Einstein, voilà, on a dit ah Einstein est arrivé, boum, c'est D'accord, le paradigme est là quoi. C'est dans les discussions humaines, dans les accords, dans ce qu'on va écrire ou autre, Ouais. on va se mettre d'accord. Ouais, C'est tout à fait. c'est pas du constructivisme sur Ah non. les hommes Non, pensent non, ça non. à ce moment-là. Donc d'accord. Non, absolument Et pas. Hobbes a même parlé de contrat hein, à ce moment-là. D'accord. Donc voilà. Et pour la Cédric. petite, en fait, bon, Hume a tenté de, comment dire, a induit un principe, mais peut-être que je m'avance sur Hume, tu voulais peut-être en parler après. Bah, Parce que écoute, déjà, je pense qu'il faudrait expliquer pour nos auditeurs la distinction entre l'a priori et l'a posteriori qui nous permettra de discuter. Parce que là, on va arriver rapidement vers Hume, puis peut-être vers Kant et ce genre de philosophes en suivant l'histoire de la philosophie. Et là, si on n'a pas ces distinctions, on ne comprendra tout simplement pas. Bah, je te laisse faire ta distinction kantienne là, et puis on Donc, il y pourra a deux embrayer types, sur des vrais trucs. bah, ah, t'es con. Il y a deux types de connaissances qui vont pouvoir permettre de bien éclairer ce débat. C'est les connaissances qu'on appellera a priori et les connaissances qu'on appellera a posteriori. Une connaissance a priori, c'est une connaissance qui ne nécessite aucune expérience pour se faire appeler ainsi, pour que l'on la considère en tout cas comme une connaissance. Typiquement, le fait que que la somme des angles d'un triangle fasse 180 degrés ou que la somme des angles d'un triangle fasse un angle plat, c'est une connaissance qui n'a pas besoin d'expérience. Personne n'a jamais fait l'expérience d'un triangle parfait pour pouvoir le vérifier, et pour autant, voilà, c'est une connaissance de Cédric. Non, sans T'es le pas d'accord venir, mais continue.
Et alors que par exemple le fait qu'il y ait 3 chaises dans la pièce à côté, ça c'est une connaissance a posteriori parce que on a besoin de faire une expérience avec nos sens pour pouvoir déterminer si effectivement il y a 3 chaises dans la pièce à côté. Donc du coup on distinguera ces 2 types de connaissances, la connaissance a priori qui ne nécessite pas l'usage des sens pour être une connaissance et la connaissance a posteriori qui nécessite l'usage d'une expérience et l'usage d'une sensation. Alors qu'est-ce que tu dis, Cédric? Beaucoup de choses. Mon côté obésien a envie de te foudroyer sur place. Pourquoi? Parce que prétendre eux-mêmes, et c'est là pour moi l'une des grandes erreurs de Kant notamment, que l'a priori existe est une connerie phénoménale. Parce que les sens, évidemment, quand tu es confronté à un triangle qui est soi-disant parfait, donc un triangle, je vais prendre un triangle équilatéral, il faut d'abord que tu aies les notions de, par exemple... c'est alors le d'angle triangle, plat. ouais, par exemple d'angle plat. Il faut que tu aies la notion de géométrie, la simple notion de triangle. Et ça, tout ça, il faut bien que tes sens en aient fait l'expérience. De toute façon, si t'as jamais vu de triangle avant et que t'as jamais fait des mesures dessus, comment veux-tu avoir compris que la somme des angles faisait sauf que un triangle, ça n'existe pas en tant que tel. Tu n'as jamais vu. Tracer un sur une feuille. Non, tu peux me tracer une représentation de triangle, mais tu ne peux pas me tracer un triangle. Un triangle est une notion abstraite qui n'est une représentation de triangle. Voilà. Je l'ai arrondi. Mais ce n'est pas, ce sera une représentation de triangle, ce ne sera pas un véritable triangle. Qu'est-ce qu'un véritable triangle? En fait, les connaissances a priori, ça rentrerait dans tout ce qui est métaphysique, en fait, quelque part. Ben, on va voir. Oui. On va voir. Pour la plupart, oui. Pour la plupart, oui. Ouais, mais il y a aussi ce qui est 1 plus 1 égale 2, c'est aussi de l'a priori, en fait. Absolument. T'as pas besoin de faire t'as jamais fait l'expérience de 1 plus 1 égale 2. Là, il y a Riemann qui est en train de se retourner dans sa tombe, là. Je suis pas du tout d'accord non plus, mais bon, déjà, qu'est-ce qu'un véritable triangle? Moi, je pense que quand j'en trace un sur une feuille, j'ai tracé un vrai triangle. Et 1 plus 1 égale 2, tiens, j'ai 2 pouces. 2 pouces, 1. Exactement comme si tu disais, lorsque j'ai tracé un homme sur ma feuille de papier, lorsque j'ai dessiné un homme. J'ai pas besoin de dessiner un homme, j'en ai devant moi. Oui, mais les triangles, c'est, enfin bon. Mais je vois l'argument. Ça ne se discute pas, mais bon. C'est vrai que oui, le fait de dessiner un triangle ne veut pas nécessairement dire que j'ai un triangle. Bah non. Mais néanmoins, l'argument qui dit que a priori, oui, le triangle existe, encore une fois, c'est faux. C'est impossible parce que ce serait déterminé dans ce cas-là une vérité absolue qui serait inscrite quelque part, qui n'aurait pas besoin de nous pour exister. Or, Descartes avec toutes ces... Je comprends pas. Il y a eu des triangles dans l'univers avant que les humains soient là pour les penser. Et non, justement, en fait, c'est ça. C'est que... alors, je ne dis pas... Je suis naïf, hein. Oui, je me doute. C'est, en fait, je ne dis pas que l'homme... comment dire que l'homme doit être là pour que ça existe. Hein, je suis pas dans je suis pas dans le sujet tout puissant. Mais néanmoins... l'homme est là pour interpréter ce que toi tu vois comme des triangles, et je pense que maintenant tu es bien placé pour le savoir grâce à Sens, mais on fera le parallèle après. Il y a besoin d'un sujet pour interpréter la chose. Oui. Toi tu vois un triangle, ça se trouve un autre être qui est à côté de moi, je sais pas, une grenouille, il voit un parallélépipède complètement, une figure complètement différente, voire même pas de figure, voire même une autre grenouille. Enfin voilà. Je suis pas convaincu de ton exemple, Cédric, parce que la grenouille et moi, on possède quand même les mêmes sens justement. On a les mêmes sensations sur. Qu'est-ce que t'en sais? Il a déjà été une grenouille ce matin. J'ai déjà été une grenouille. T'as déjà été une chauve-souris aussi, mais ça c'est une autre histoire. Ça c'est après une larve stellaire. J'étais une larve stellaire et un polype volant. Donc tu vois, j'ai quand même de l'expérience de ce genre de choses. Mais moi j'ai été un grand ancien, j'ai été un dieu. Je découvre plein de choses sur toi. En tant que polype géant, c'est censé être non euclidien, non? Oui, tout à fait. Du coup, ton triangle, il n'a plus une somme d'angles qui fait 180 degrés. Non, elle est légèrement supérieure, effectivement, à un triangle. Ouais. D'accord. Ouais. Du coup, ta connaissance de triangle, elle dépend de ta nature. Ah oui, exact, tu as raison. Oh mais mon Dieu, tu viens de donner un argument hyper convaincant. C'est vrai, Socrate, comment l'as-tu compris? Bon, du coup, comme mon exemple ne te satisfait pas. Si. Et puis même la réflexion d'Adrien sur le polype volant est à mon avis super pertinente. C'est effectivement fonction de l'espace dans lequel tu vis et l'espace que tu as découvert par tes sens, voire même par tes conceptions, tout simplement par les concepts que tu utilises pour comprendre le monde. Des concepts qui proviennent de tes sens. Hein.
Alors après, moi je cite des arguments pour défendre un peu la position que défend Romaric là. Alors je sais pas s'il la défend naïvement ou s'il la défend par un principe de contradiction avec Cédric. Ouais, voilà, c'est plutôt ça. Mais en fait tout ce qui est mathématique, vu que c'est une tautologie dans le sens où c'est des définitions qui se mordent la queue. Adrien. On part sur il y a quelques axiomes de départ qui sont simplistes, qu'on ne pourra jamais démontrer, ou je sais pas si ça a été fait ou pas. Le fait que, par exemple, les droites parallèles, droites perpendiculaires, etc., enfin, qu'une droite perpendiculaire à deux droites fait que... de ces axiomes, c'est que justement, on part d'eux pour tout démontrer, mais qui n'ont pas été démontrés. C'est bien ce qui me semble. Ouais. Ce genre d'axiome qui est... après, c'est difficile, mais... C'est super dur. Ouais, je m'embarque sur un truc compliqué, mais j'ai l'impression que vu que les mathématiques partent sur une construction qui tombe toute seule en fait quelque part, l'homme n'a pas vraiment sa place là-dedans. C'est-à-dire que n'importe quelle chose pensante pourrait arriver aux mêmes observations, aux mêmes déductions en termes d'idées, en termes de... Alors, je voulais parler de Hume avant d'aborder toutes ces questions. Est-ce qu'on peut juste faire une petite parenthèse par Hume ? C'est l'idée que les empiristes donc utilisent le raisonnement qu'on appelle le raisonnement inductif. Ça, c'est un raisonnement qui est assez important également dans le sens dont je voudrais en parler. Qui est génial. Alors, une création géniale. C'est l'idée du raisonnement inductif, c'est que un grand nombre de cas permet, à partir d'un grand nombre de cas, on peut donner et supposer l'existence d'une loi générale. Typiquement, je vois un corbeau noir, je me dis, tiens, un corbeau noir, c'est curieux, 2 corbeaux noirs, tiens, encore un autre, 3 corbeaux noirs, etc. Et puis au bout d'un certain moment, je me dis, en fait, tous les corbeaux sont noirs. Donc on passe de certains cas particuliers à des cas généraux. Pas la règle de modus ponens dans mes Non, c'est le si alors le modus ponens. Non, c'est vraiment le raisonnement. C'est pour ça que je me lance pas sur la logique. Le raisonnement, c'est vraiment le raisonnement inductif dont on est en train de parler là. C'est-à-dire de passer de quelques cas particuliers, de l'expérience de quelques cas particuliers à l'existence d'une loi générale. La généralisation en fait. Oui, absolument. Exactement et ça, c'est la base aujourd'hui de la science physique, de la biologie, etc. Évidemment, on n'a pas disséqué tous les êtres humains pour pouvoir dire que tous les êtres humains possèdent un cœur et 2 poumons. C'est-à-dire, évidemment, il a fallu faire l'expérience sur quelques êtres humains encore en vie et dont le corps frétillant et ensanglante. Non, je m'éloigne du sujet. Oui, donc je voulais dire que les humains sont les polypes béants, frétillants, le sang coulant sur l'autel des sacrifices. Toulouse, nous t'appelons. Ceci dit, les premières personnes à faire des dissections comme René Descartes et tout ont quand même eu de sérieux problèmes avec la police de la pensée à l'époque. Ah bah oui. Ça posait quand même de sérieux problèmes. Donc ça a été fait dans des laboratoires obscurs, je pense. Il y avait pas une histoire en plus, comme quoi Descartes disait que comme les animaux n'ont pas d'âme, ils ne souffrent pas, ou une histoire comme ça. Ah oui. Ah ça c'était Malebranche. C'est l'une des plus grandes. Non, la théorie des animaux machines, c'est également Descartes. Oui, mais semble bien, de là à passer à la violence sur les animaux, après c'est Malebranche. Ça c'est Malebranche. Voilà, et puis Malebranche encore plus, parce qu'en fait Descartes, l'argument pouvait tenir debout encore à la limite, c'était beaucoup plus, on va dire, rationnel. Oui, les gens vont dire, t'es pas rationaliste, oui, non, mais voilà, rationnel au sens large du terme. Ouais. Alors que Malebranche, c'était vraiment de la connerie pure, quoi. À la recherche de la vérité, c'est l'une des plus grandes escroqueries de la philosophie. Là, je veux des exemples, parce que non, mais vous démontez Malebranche, j'ai envie d'exemples, je sais pas ce que c'est, moi, je connais pas. Bah, attention, alors Malebranche, très rapidement. L'occasionnalisme. Oh, c'est génial. Si t'as l'occasion de lire À la recherche de la vérité. L'occasion de lire À la recherche de la vérité, c'est très drôle. C'est vrai. Pour un théoricien de l'occasionnalisme, Malebranche est occasionnaliste. C'est-à-dire qu'il pense que chaque fois que tu effectues une action, c'est en fait Dieu qui se donne l'occasion de se manifester à travers toi. Typiquement, je mets une claque à Jérôme ou je fais du pied à Jérôme, c'est Dieu qui me permet, voilà. Et en alors, fait, attention, parce que c'est Dieu ou le diable. Ah oui. Le diable, quand parce tu vas que du pied à Jérôme, c'est le diable. Donner une claque à Jérôme, on sait pas. Ah, on sait pas. C'est sauf une punition divine pour une connerie qu'il a faite. Mais tant est-il qu'en fait, la recherche de la vérité, Malebranche part du principe complètement naze, complètement, bon bref, je vais pas, voilà, complètement infondé, que Dieu guide en fait toutes nos actions
et en fait que Dieu est derrière toute connaissance. Donc en fait, ce qui est génial, c'est que dès le début, alors il fait pas comme Descartes, parce que Descartes, c'est à la fin, il est un peu en galère d'arguments. Alors il fait c'est Dieu qui nous a implanté l'âme, tout ça. Non, Malebranche, il arrive, dès le début, écoute, c'est Dieu qui est derrière tout ça. Je vais t'expliquer comment ça marche. Bon, c'était un curé, faut se mettre un peu à sa place, quoi. Ah j'en ai rien à carrer. La théorie de rien à curer. À l'époque, tout le monde était curé, non, pour faire la philo. La théorie de Malebranche expliquait un phénomène qui est assez étrange, c'est le phénomène, parce que Descartes avait montré, il avait exposé un certain nombre d'arguments qui montraient qu'il y avait deux mondes. Un monde de la substance pensante, un monde de l'esprit et un monde physique. C'est-à-dire que quand j'ai envie de boire, l'envie de boire qui est dans le monde des esprits cause dans le monde physique le fait que je me déplace vers le frigo et que j'aille prendre ma petite bière. Alors ça n'a rien à voir avec la déshydratation. Et alors du coup, en fait, les philosophes de l'époque ont dit mais attends, il y a un problème là. Si le monde de l'esprit cause des choses physiques, c'est-à-dire que le monde de l'esprit, c'est pas un monde de l'esprit, c'est un monde physique aussi. Parce que sinon, il n'y aurait pas de cause. Parce que, bien sûr, une cause physique, un événement physique ne peut avoir pour cause que du physique. C'est pas possible. Les fantômes peuvent pas agir, ou alors sinon, c'est que les fantômes sont physiques. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une espèce de clôture causale du monde physique. S'il y a un événement physique qui se produit, c'est forcément qu'il y a une cause physique. Et donc, du coup, le problème, c'est que, il est en train de alors là, Adrien, je sais pas, il se prépare, il a une massue dans sa poche, il va la sortir. Non, attends, c'est juste des arguments que je te ressors souvent, ça. J'aurais juste expliqué quelque chose, c'est que, du coup, le monde des esprits de Descartes n'avait aucune raison, aucune, justification valable d'agir sur le monde des physiques, et donc on ne savait pas pourquoi la personne se déplaçait vers le frigo, puisqu'il n'y avait pas le monde des esprits ne pouvait pas causer le déplacement vers le frigo. Du coup, Descartes invente le concept de la glande pinéale, qui est une glande à moitié physique, à moitié d'esprit, qui fait la transition entre les deux. Et donc, tout le monde trouve ça complètement fumeux, c'est complètement foireux. En fait, c'est de la philonite, etc. Ta gueule, c'est quoi? C'est TGCP, ta gueule c'est philonite, et là, sauf que là, c'est TGCP, ta gueule c'est glande pinéale, tu vois. C'est ça l'histoire. Mais donc, tout le monde trouve ça complètement fumeux. Et donc les philosophes commencent à essayer de vouloir sauver pas tout le monde, hein. Non, évidemment pas tout le monde. Et puis déjà, il faut avoir un certain niveau. Descartes n'a pas disséqué plein de cadavres pour trouver cette glande pinéale dans mes souvenirs. Mais cette glande pinéale techniquement existe. Enfin, il l'a il l'a trouvé. Ce serait l'hypophyse. Ouais, c'est lui, il l'a expliqué comme ça. En tout cas, Malebranche, lui, trouve ça scandaleux. Je crois bien qu'on a gardé le terme. Oui. Peut-être que les biologistes me contrediront, mais je crois que c'est ça. Non, c'est ça. Et donc, en tout cas, Malebranche trouve ça scandaleux que le monde des esprits puisse causer le monde physique également. Alors, lui, il se dit, écoutez, je pense on est d'accord. Il n'y a qu'une seule explication, c'est le miracle. Le miracle perpétuel, c'est-à-dire que Dieu voit le monde des esprits. Attends. C'est ça l'histoire, c'est Dieu voit le monde des esprits. Alors, Jérôme, il se trouve que t'as soif, d'accord, dans le monde des esprits. Alors Dieu fait, oh putain, Jérôme a soif, oh là là, vite, faut que je fasse un miracle pour activer ses jambes dans le monde physique et qu'il aille chercher une bière. C'est ce qu'on appelle l'occasionnalisme, pardon. C'est-à-dire que les pensées de Jérôme donnent l'occasion à Dieu d'effectuer un miracle. Il a envie de prendre le micro. Attendez, j'effectue un miracle. Je lui donne la possibilité physique de prendre le micro. C'est parti, Jérôme. Alors, c'est un peu comme les runes, finalement. C'est l'ombre monde qui cause le monde réel pour lui. Alors, Malebranche, comment tu vas t'en sortir? En tout cas, c'est un grand optimiste, parce qu'il voit Dieu partout, c'est le miracle perpétuel, sa vie, elle devait être heureuse, Alors. Oui, c'est parce qu'il a besoin de Dieu pour voir. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que Cédric a balayé d'un revers de main, Malebranche tout à l'heure, mais moi, par exemple, dans ce sens, je ne le balaye absolument pas d'un revers de main. Dans ce sens, oui, évidemment. Voilà. Mais en même temps, ce sens, c'est un jeu de merde. Ok, d'accord. Non, je suis là pour le troll, bon, excusez-moi. Moi, je ne le balaye pas d'un revers de main parce qu'effectivement, qu'est-ce qui permet... c'est plus complexe quand même que Malebranche, parce que qu'est-ce qui permet aux esprits, c'est-à-dire les cellulis, d'effectuer des actions physiques avec leur simulacre? La glande pinéale. L'approbation autour de la table, ce qui est pas beaucoup mieux. C'est pour aller piner des gens. La glande approbation autour de la table linéale. Bon, alors, donc, on disait des choses intelligentes jusque-là. Alors, donc, du coup, mon grand sourire de tout à l'heure où tu pensais que j'allais te sauter dessus, c'est sur ça. C'est que quand tu ridiculises Descartes, c'est Descartes, sa glande pinéale, ou je dis aussi? Oui, c'est Descartes. Ouais. En gros, je te ressors les mêmes arguments que t'as sortis contre ça sur tes cellulis qui sont la volonté des bugs et que la volonté est au-delà du monde.
Mais mec, tu te plantes. Ce que t'appelles la volonté, ce que Descartes appelle l'esprit, et toi tu dis que c'est autre chose, mais moi je te dis c'est dans le monde. C'est juste. Sauf que la clôture causale du monde physique n'existe qu'à partir du moment où on suppose que le monde est physique et déterminé par des structures causales, d'accord ? Or, moi, je ne sais pas si tu t'en souviens, je ne suis pas causaliste. Je pense comme Hume que la causalité n'est pas tant fondée que ça. Peut-être éventuellement sur l'habitude, c'est-à-dire parce que tu as l'habitude au petit déjeuner de voir des structures causales, mais ça, c'est ton problème, Adrien. Oui, donc, tu restes dans ton monde causal, tranquille, va chier. Moi, tranquillement, j'invente un monde nouveau. Peut-être un monde meilleur. Non. Bon. Meilleur, je suis pas sûr. Ça dépend des joueurs en fait. C'est vrai que chez Hume, l'habitude est structurée par l'expérience, donc pas quelque chose de divin ou autre. Hein. C'est vraiment l'expérience. On parle du nombre d'actions que tu as faites dans le passé. Hein. Tu as vu le soleil se lever tous les matins, donc tu te dis voilà. Le matin, voilà, c'est le ça. matin, le soleil se lève. L'exemple du billard aussi. Tu as l'habitude quand tu joues au billard de voir deux boules se toucher et la première pousse l'autre, donc tu penses que c'est ce qui va toujours arriver, mais au final. C'est pas forcément vrai. Quoi. Voilà, un jour tu peux très bien tomber sur une boule de plomb ou une boule qui est fixée sur le tapis et qui ne bouge pas. Qui ne bougera pas, quoi. Voilà, c'est ça. Exactement. Alors après, je tiens juste 2 secondes à revenir sur l'occasionnalisme. Attention, Descartes n'est pas occasionnaliste, parce qu'on a parlé de Descartes et Malebranche entremêlés, mais pour moi Descartes n'est pas occasionnaliste. Ah non, voilà, on est bien d'accord. C'est juste pour préciser Descartes aux auditeurs. Descartes est substantialiste. J'ai pas envie qu'on se fasse incendier par le philosophe qui écouterait malencontreusement ça. Non, et c'est-à-dire que Descartes pense qu'il existe un monde. T'es optimiste, tu crois qu'il y a au moins un oui, c'est pour ça, je me suis demandé là. Mais on s'en fiche puisque les auditeurs ne nous écoutent pas. Et donc voilà, c'est le point, c'est que Descartes est substantialiste. Il pense qu'il y a 2 mondes, un monde de substances physiques et un monde de substances mentales. Voilà, qui est mis en lien par la glande pinéale ou par tout autre procédé qui restera à découvrir pour une science future. Mais en tout cas, métaphysiquement. Ou pas, oui, non, mais pour Descartes, en tout cas, métaphysiquement, on a toute raison de penser qu'il existe un monde des esprits, enfin un monde de l'âme, substance pensante. La chanteuse. Un monde de... Non. Oh putain. Oh putain, il est dur ce podcast. Elle a droit à son monde à elle tout entier. Tu viens de montrer ton âge rien qu'avec cette Ouch. Magnifique. Alors, bien sûr, c'est un petit peu. Ensuite vient le grand, le puissant, le tout puissant Kant et sa philosophie critique merveilleuse qui va un petit peu mettre les rationalistes, on va dire, ou les gens qui pensent qu'il existe, ou les idéalistes et les empiristes un peu d'accord. C'est-à-dire que, il va pas les mettre d'accord, mais il va essayer de concilier, il va essayer d'effectuer une synthèse. Je pense que, parce que j'en vois plein qui s'agitent autour de la table, évidemment, aujourd'hui, c'est facile pour nous de remettre en cause Kant, mais Kant, il a quand même fait un gros boulot sur l'a priori et la posteriori, et sur beaucoup de choses sur la philosophie de la connaissance, et comment on acquérait tout ce qu'on était aujourd'hui. Donc, même si aujourd'hui, c'est facile pour nous de remettre ça en cause, c'est quand même quelqu'un qui s'est dit, ok, moi, je crois en Dieu, mais je crois aussi que tout ça c'est de la merde et qu'il va falloir relier toutes ces idées. Alors je plus soit avec Flavie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on peut trouver ça un peu désuet, mais c'est vraiment Cédric. Non, c'est pas le côté désuet qu'on m'accuse pas de condamner Kant sur ses idées. Alors d'une, sur ses idées religieuses, il croit en Dieu, c'est son problème. S'il veut justifier certaines choses comme ça, ok. Mais c'est pas Malebranche, Kant, on est bien d'accord. Deuxième chose, j'ai énormément d'admiration pour des gens comme Socrate ou des gens comme Descartes. Kant ne fait pas l'objet de la même admiration parce que je le trouve beaucoup moins utile à la philosophie. Putain, enfin, je le trouve beaucoup moins utile. Carrément. Ah ouais. Tu te fous de ma gueule. Attends, Ah non, je suis pas d'accord avec toi. Attends, son travail sur la posteriori et l'a priori, c'est quand même énorme. Alors, il faut peut-être expliquer pour nos auditeurs ce qu'a fait Kant. Là, je suis en train de vous regarder, j'ai l'impression de voir un match de tennis dont je comprends pas les règles. Voilà, exactement. Je suis assez d'accord avec Adrien. Je pense que les auditeurs vont être un peu perdus. Alors, l'idée de Kant, c'est de dire que finalement, l'expérience est structurée avant même. C'est-à-dire que, en gros, les empiristes disent, je résume à gros traits, les empiristes disent, toutes nos idées viennent de l'expérience. Oui, ok, d'accord, très bien. Et les autres, ceux qu'on appelle les idéalistes, disent nos expériences c'est trompeur et en fait toutes nos connaissances proviennent des idées en substance. Et Kant va réconcilier tout le monde en disant non les gars, il n'y a pas l'un sans l'autre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas concevoir des expériences sans idées et des idées sans expérience. J'explique un peu la théorie de Kant et après tu t'énerves, Cédric. Oui, d'accord. Ça marche. Hein, si je t'énerve, il fulmine, il est rouge. Vous verrez. En fait, je suis comme Fabien dans tous les podcasts. Donc, en tout cas, ici, l'idée c'est que Kant dit l'expérience est structurée par
des structures a priori que sont l'espace, le temps et les catégories. Autrement dit, il existe, avant même l'expérience, il existe des choses qui accompagnent toutes les expériences, et donc du coup on retombe sur qui sont transcendantales, c'est-à-dire qui sont une condition de possibilité de toute forme d'expérience, c'est l'espace et le temps. Donc lui ce qu'il dit c'est que dans les expériences, il y a déjà quelques concepts a priori qui nous permettent d'organiser notre espace expérimental. Et on peut voir là, moi quand je l'avais lu, j'avais un peu compris ça comme ça. C'est en gros, avant même de vivre, il y a des choses en fait qui sont innées en nous, qui nous permettent de comprendre le monde dans lequel on va vivre. Quoi. Enfin, disons qu'il y a plus. Enfin, je pense pas que Kant parlerait d'inné, mais il dirait que que faire une expérience suppose qu'il y ait du temps et de l'espace. Toute forme d'expérience suppose qu'il y ait du temps et de l'espace. Parce que s'il n'y a pas d'espace, on ne peut pas faire l'expérience des objets. S'il n'y a pas de temps, on ne peut pas non plus faire l'expérience des objets. Et donc, du coup, ces deux éléments sont transcendants. Sont transcendantaux, pardon, pas transcendants. Ils sont transcendantaux, c'est-à-dire qu'ils conditionnent l'existence de toute forme d'expérience. Donc, à la fois c'est par l'expérience que l'on découvre le temps et l'espace, mais en même temps, s'il n'y avait ni temps ni espace, on ne ferait aucune expérience. Et donc du coup, il réconcilie ainsi les idées et l'expérience en disant voilà, l'expérience suppose certaines idées et par l'expérience, je peux aussi découvrir certaines idées en voyant ce qui dans l'expérience. Donc ces idées, c'est une sorte de classification de ce que sont de ce que les expériences peuvent être. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire qu'il dit, en gros, que il existe que l'expérience est structurée par certains concepts et que sans ces concepts, on ne ferait aucune expérience. J'essaye volontairement de. D'accord. C'est un peu la forme que peuvent prendre les types d'expériences, qui sont les idées a priori. Tu peux donner un exemple? Je sais pas. Non. J'ai du mal à voir ce que tu mets dans cette connaissance a priori. La connaissance a priori telle que le décrit ici Rome, je pense que ça tourne surtout autour des concepts d'espace et de temps. Hein. Oui, d'accord. Ça, hein, et donc ces concepts d'espace et de temps, c'est l'entendement qui invention ancienne qui nous permet de les saisir. Absolument. Mais je voulais expliquer la Kant de façon simple, de façon à ce que nos éditeurs puissent. Tu as très bien expliqué, je trouve. Donc du coup, voilà, en tout cas, il tente de réconcilier ainsi le monde des idées et le monde des sens en disant voilà, les sens ne verraient rien s'il n'y avait pas déjà certaines choses, certaines idées, et on ne pourrait pas découvrir, et c'est ça qui est intéressant, on ne pourrait pas découvrir les idées si on ne faisait pas d'expérimentation non plus, parce que c'est en faisant l'expérience des objets, et en voyant toujours dans ces expériences des choses qui ne varient pas, qui sont des conditions de possibilité, que l'on identifie les idées. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'aller-retour comme ça permanent entre l'expérience qui est conditionnée par des idées et les idées que l'on découvre en faisant l'expérience d'objets. Vous voyez un petit peu les idées transcendantales. Alors, je vais peut-être faire une grosse simplification, voire même dire une grosse connerie. Au pire, on me corrigera. Mais il n'en arrive pas dans les extrêmes conclusions quand, à des conclusions du type si on peut avoir l'idée de Dieu, c'est qu'on a forcément quelque part l'expérience, ou la même chose avec la liberté. Enfin, alors c'est pas ça, c'est-à-dire que il prouve l'existence de Dieu, de la liberté, de plusieurs choses comme ça, il me semble. C'est vachement compliqué. Il faudrait parler de ce qu'on appelle le focus imaginarius, qui est un élément aussi assez important de sens. Tu veux en parler de ça, San ? Non, je voulais pas parler de ça. Vas-y, je t'étais bien parti. Je préciserai après pour l'histoire de Dieu et de la liberté. Bon, alors. C'est vraiment complexe. Je sais pas si j'ai envie de rentrer dans les détails tout de suite. Et puis je sais pas. Je crois qu'on s'éloigne un petit peu quand même de la philosophie des sens. Tu vois là, ça serait vraiment autre chose. Non, je préfère. Et en plus, j'ai pas préparé si tu veux le sujet, donc. Ouais, non, mais il y a pas de problème. J'aurais peur de dire des bêtises. Mais ouais, vas-y, je t'en prie. Ouais, si je puis me permettre de répondre sur l'image de Dieu, parce que la liberté c'est encore autre chose, parce que c'est un prédicat en fait chez Kant. Par contre, Dieu n'est pas un prédicat chez Kant. Non. En fait, il y a deux Kant. Il y a
Il y a un Kant qui était qui a fait c'est vrai de bonnes choses. Je vais mettre mes critiques envers Kant après, mais qui a fait de bonnes choses. Et il y a le Kant de fin de vie qui a fait par exemple le projet de paix perpétuelle. Le projet de gay perpétuel. Bon, pourquoi pas. Le mariage pour tous avant l'heure. Ouais. Voilà. Bon, après on dit que Kant est un grand amateur de femmes, mais voilà, et surtout il y a le Kant qui sur la fin de sa vie se sentait un peu emmerdé parce qu'il allait crever et a décidé de sortir Dieu du chapeau. C'est comme ça que ça s'est passé. Ah là là. D'accord. Donc, Dieu du chapeau, comme le disait Descartes, c'était Dieu du chapeau vu d'en haut, c'est ça. C'est ça exactement. Donc voilà, en tout cas. Du coup, est-ce que je peux embrayer sur les critiques par rapport à Kant? Mais vas-y, je t'en prie. Parce que je fulmine depuis tout à l'heure, je fais mon Fabien qui est à côté de nous en train de lire le J-Comics. Je suis un peu agité, donc je rends hommage à mon mentor de la râlerie. Fabien vient de défendre quand même, on peut pas laisser dire ça, quoi. Fabien, il un troll. Se défendre, mais non, râler, c'est une excellente chose. Il faut râler absolument. Le seul truc, c'est qu'après avoir râlé, il faut en faire quelque chose de cette indignation. Donc constructif, et je suis tout à fait d'accord. Râler, c'est finalement la râler première plus source. Et jouer plus, en fait. C'est ça que voilà. J'allais le proposer comme conclusion. Râler, c'est le premier mouvement vers l'intelligence. Cédric, alors vas-y, râle un peu. Je suis très intelligent. Putain. Quand t'auras fini de t'envoyer des fleurs, tu pourras peut-être éventuellement faire la critique de Kant. Je trouve grognon, t'avances. Voilà, c'est ça. Donc le Schtroumpf grognon va avancer. Bon, alors oui, je fulmine depuis tout à l'heure parce qu'on prête. Le problème, c'est que Kant a été vu comme un sauveur de finalement quelque chose qui n'avait pas besoin d'être sauvé. C'est en fait Kant a interprété de façon terrible, a caricaturé de façon terrible les empiristes, leur a fait un procès d'intention et en fait n'a rien compris aux empiristes. Il n'a rien compris aux gens comme Hobbes, comme Hume, qui ont fait un travail extraordinaire. Je pense que Kant n'a jamais lu Décorporé. Je pense que Kant, parce qu'il me semble que Hume était contemporain ou un petit peu avant de Kant. Oui, c'est deux philosophes des Lumières entre guillemets. Voilà. Je pense que Kant n'a jamais côtoyé Hume, c'est pas possible, parce que Hume dit une chose très claire, c'est que oui, il y a l'expérience. Son contemporain. Qui va donc son contemporain. On est dans le 18e, qui va, pardon. Il y a cette expérience qui va structurer en effet notre façon de penser. Mais attention, cet empiriste-là n'a jamais dit que le rationalisme n'existait pas, qu'il n'y avait pas quelque chose pour structurer ces expériences. Tout à fait. Cette habitude, à savoir, oui, je vois 10 corbeaux, donc le prochain corbeau sera noir, évidemment, il faut une expérience de pensée, une représentation mentale, il faut du rationalisme pour tout ça. Les empiristes ne sont pas des sensualistes purs. Voilà. Et ça a été la grosse connerie de Kant, et c'est pour ça que je n'aime pas ce bonhomme. C'est parce qu'il a caricaturé des propos afin de faire son beurre, et je trouve ça d'une malhonnêteté intellectuelle terrible. Le beurre de Königsberg. Non mais moi je te trouve sévère quand même par rapport à Kant, mais à part ça je partage. Oui, mais c'est parce que c'est quelqu'un qu'on porte au nu et oui, je voilà, trouve que même trouves... Thomas d'Aquin ou Saint-Augustin sont plus honnêtes que lui. Ce que tu trouves, c'est que c'est pas normal que Kant ait une place aussi centrale dans la philosophie occidentale, alors que sachant que la plupart des choses qu'il énonce sont des choses qui ont déjà été énoncées par avant, les empiristes, en effet, par les empiristes. Alors non pas dans les sensualistes qui sont les sensualistes. Pour moi, la critique de la raison pure est un bon bouquin. Et difficile, mais bon, ouais. Je vous dis ça pour m'y être replongé il y a quelques temps. Donc écrit en caractère 6. Foutus élèves en maths de philo, putain. Ouais, c'est ignoble à lire. Ignoble. Mais voilà, c'est vrai que c'est un bon bouquin. Mais sur la critique de la raison pratique, pour ma part, c'est quelqu'un qui se plante énormément. Parce que encore une fois il y a ce procès d'intention et encore une fois Kant, son mérite, c'est vrai, par contre c'est l'aller-retour que tu expliquais tout à l'heure, à savoir entre le sujet et l'objet, entre l'entendement et le monde. Cet aller-retour par contre est bien présent et bien expliqué chez Kant, et je trouve est un mérite supplémentaire par rapport aux empiristes qui chez eux l'aller-retour est un peu bancal. Enfin quoi qu'il en soit, et puis pour faire une transition vers la suite, Kant suppose donc l'existence d'une métaphysique qui vient structurer toutes nos expériences du monde physique et du monde empirique, du coup, enfin du monde tel qu'il est découvert par les sens. Dont une métaphysique des mœurs, merci Kant. Ouais, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que du coup, il va un petit peu représenter celui qui défend et celui qui soutient, celui qui explique, celui qui
prouve l'existence d'une métaphysique, et ça va provoquer bien sûr des réactions par la suite dans l'histoire de la philosophie. On va essayer de montrer que Kant s'est trompé. Et là, je voudrais parler. Je suis désolé, je fais un petit peu un bond dans le temps, mais parce que encore une fois, faisons des bonds. Le but, c'est quand même de coller aux philosophies qui sont abordées dans sens Renaissance au moins, puis qui traversent sens en fait dans son ensemble, puisque le but, même si il n'y a pas des théories philosophiques qui sont exposées, des citations d'auteurs qui sont énoncées dans Sens. Le jeu est organisé pour que les joueurs, par le biais de leur simulacre, se posent toutes ces questions. Et c'est un petit peu à eux ensuite et aux meneurs de jeu ensuite d'aller s'interroger sur ce qui a été dit. Là, avec cette histoire, le but c'est aussi de vous donner des auteurs et des clés pour aller explorer la philosophie après avoir joué à Sens. Et donc j'en viens à mon dernier point, qui est que de ce podcast, qui est que une fois que la métaphysique a été ainsi établie par Kant, elle va devenir l'objet de nombreuses discussions. Et même à un moment donné, on va chercher à la détruire. Et d'ailleurs, je sais pas ce que t'en penses, Sen, mais il me semble que après Kant, quand même, on a, mais bon, c'est pas peut-être à cause de lui, mais tous les philosophes qu'on trouve après Kant sont des destructeurs de métaphysique. Même Kant, d'ailleurs, quelque part, est un critique, se nomme comme critique de la métaphysique. Et Cédric, vas-y. Ouais, non, mais bon, je vais beaucoup troller parce que c'est marrant déjà. Et mais voilà, attention, hein, c'est surtout pour provoquer. Après on aura Hegel qui aura quand même la volonté de critiquer Kant, même si les critiques pour moi sont là aussi très malhonnêtes. On aura par contre Nietzsche qui sera beaucoup plus intéressant. Oui, voilà. Donc, Fabien qui hurle de joie. Nietzsche, il est costaud sur Kant, il me semble. Il est pas non, mais le rationalisme, c'est quelque chose d'inimaginable. Enfin, j'aime beaucoup Nietzsche. C'est quelque chose d'inimaginable, pour Nietzsche. Le rationalisme, c'est une horreur. Enfin, qu'elle soit partielle ou complète. On aura au moins ces deux-là. Encore, je suis gentil parce qu'il y en a énormément. Je pense à des gens comme Feyerabend, je pense à des gens comme Schopenhauer, et plus tard, il y aura tout le cercle de Vienne et autres qui vont. Alors voilà, justement, c'est de ça dont je voulais parler, c'est évidemment. Oui, c'est ta spécialité. Moi, je préfère quand même le cercle de Vienne à Hegel, personnellement. Et du cercle de Vienne. Mais je te rejoins à 100%. Qui vont chercher en fait à changer un petit peu l'ontologie de la réalité pour interroger la métaphysique sur son bien fondé. Le cercle de Vienne, c'est un groupe qui s'inspire des travaux de Wittgenstein, du Tractatus de Wittgenstein, qui est initié par le Tractatus, qui va en fait durer, on va dire, à peu près 5-6 ans, sous l'impulsion de quelqu'un qui s'appelle Maurice Schick, qui en sera le directeur, le centre, mais également avec des gens comme Rudolf Carnap, Otto Neurath et le fameux Gödel, dont le fameux merde, j'ai oublié. Comment ça s'appelle, le théorème de l'incomplétude, c'est ça Je crois, ouais. Gödel. Et donc voilà. Après l'assassinat de Maurice Flick par l'un de ses étudiants, le cercle de Vienne va se déliter et ses travaux seront ensuite un peu séparés, etc. Mais en tout cas, le cercle de Vienne part des travaux de Wittgenstein qui dit la chose suivante. Le monde n'est pas la totalité des objets ou des substances, mais bien la totalité des faits. Et les propositions du langage portent sur ces faits. Et sitôt que les propositions du langage cessent de porter sur ces faits, on ne peut ni dire qu'elles soient vraies, ni dire qu'elles soient fausses. Je renvoie au podcast sur Wittgenstein enregistré il y a plusieurs saisons. L'idée, c'est de dire la métaphysique finalement n'énonce que des propositions insensées dans la mesure où elle ne porte pas sur des faits présents dans le monde, mais sur des choses qui structureraient a priori l'expérience et dont on ne sait pas, on ne sait pas très bien de quoi il s'agit. L'empirisme, ce qu'on appelle l'empirisme logique, donc du cercle de Vienne, part du principe que seuls existent les faits avérés et découvert par les sciences physiques et les sciences de la nature. Et uniquement cela, et que tout ce qui porte sur autre chose est dépourvu de sens, et donc que la métaphysique, l'esthétique et même la politique et les propositions morales sont totalement dépourvues de sens. Et c'est ainsi qu'ils détruiront
la métaphysique en règle générale. Donc voilà, Cédric. Oui, t'as oublié quelqu'un, je pense, quand même là-dedans, c'est Popper, qui était un petit peu certes en marge, mais je pense qu'il y a quand même. C'est parce que t'as Popper. Ça, mon Popper. Oh, c'est nul. Je te déteste, Fly. Alors, donc Popper qui a quand même un super mérite. Enfin, c'est encore une fois, c'est un de mes philosophes préférés. Ça fait beaucoup de fois que je dis ça. Je vous renvoie à la connaissance objective. Puisque Popper en fait va nous montrer que rien de vrai n'existe. Ça c'est un mérite qui est vraiment génial. Alors certains philosophes du cercle de Vienne reprendront cette assertion. Donc j'explique très rapidement comment ça fonctionne. C'est juste génial. C'est en fait vous allez avoir, je vais voir 10 corbeaux. Donc je vais reprendre l'exemple des corbeaux. Ouais. Vous allez voir 10 corbeaux noirs. Le prochain corbeau pour vous sera noir. Ça c'est ce qu'on appelle le principe d'induction. Absolument. Jusque là. Mon hypothèse est valide, à la mesure où voilà, je ne vois que des corbeaux noirs, donc mon hypothèse est la suivante, tous les corbeaux sont noirs. Tout à fait. Mais et nous, c'est ce qu'on appelle, Popper va nous dire ça, ce que vous dites là, tous les corbeaux sont noirs, vous pensez que c'est vrai. C'est vrai. Or, si un jour je rencontre un corbeau qui est blanc, alors, ou d'une autre couleur, je m'en fous, c'est ce que vous appelez théorie n'est plus une théorie, mais une hypothèse. Et en fait, Popper va démontrer qu'en fait, tout est hypothèse, puisque en fait, quelque chose est vrai et dit vrai jusqu'à ce que l'on puisse affirmer le contraire. Ce qui fait la validité d'une hypothèse, c'est le ce fait que vous appelez théorie. Ce n'est pas la confirmer, mais bien l'infirmer. C'est pour ça que pour progresser, en fait, c'est pas tellement l'infirmer, c'est la possibilité de son affirmation. Quand je dis tous les corbeaux sont noirs, parce que j'en ai vu 10, c'est une théorie dans le sens où je sais que si on découvre un corbeau d'une autre couleur, on vient l'infirmer. Voilà, du coup, une théorie n'est pas une vérité annoncée, mais une vérité qui peut être démontrée. Voilà, oui, voilà. Qui peut être niée. Informé ou nié. D'accord. Vous m'excuserez de la nuance que je n'ai pas faite. Mais en tout cas, vous verrez quand même le génie du propos, puisque ceci va démonter en fait énormément de choses. Est encore une assertion qui à l'heure actuelle fonctionne très bien. Ah bah complètement. En fait, actuellement, on n'a pas de vérité scientifique, on n'a que des théories scientifiques. Voilà, exactement. Merci Adrien de des préciser. Des modèles plus ou moins sûrs, qui ont été plus ou moins avérés, mais Et ça c'est vraiment important de le préciser parce que la plupart des gens se tiennent devant la science comme devant des vérités absolues. Alors que la science a toujours essayé de se remettre en question, plus ou moins. Si on prend par exemple plus ou moins, merci. Non mais bien sûr, il y a toujours des mégalos partout. Si on reprend par exemple un cas extrêmement concret, c'est la théorie de Newton, la gravitation, qui pendant très longtemps a été extrêmement précise, extrêmement avérée. Et puis un jour, il s'est avéré que non, ça ne prédisait pas tout, qu'il y avait des écarts, qu'il y avait des erreurs. Et ensuite, il y a eu donc la théorie d'Einstein, de la relativité, qui a pu combler des lacunes, donc qui permet d'aller un peu plus loin. Cependant, attention, la théorie de Newton reste extrêmement utile, extrêmement applicable dans plein de cas. Oui, voilà, ça reste toujours une question de complexité du système, de qu'est-ce qu'on veut appliquer, de quelle précision on veut avoir. Et pareil, cette théorie d'Einstein reste une théorie parce que dedans il y a des termes un peu bizarres qu'on sait pas trop comment justifier. Et donc on sait à nouveau que cette théorie a déjà ses limites. Et donc toute la question, c'est tout le temps essayer de trouver la théorie suivante qui va s'appliquer dans des cas plus généraux, qu'on n'appliquera pas dans ces cas plus simples parce que telle et telle raison. Enfin, voilà, là on s'égare un petit peu. En fait, ces théories-là ne sont que des béquilles. Ce n'est pas ce qui doit vous porter à 100%. Ce sont des théories, et ces théories sont là pour vous aider. C'est ce que nous dit Popper. Ce sont des béquilles temporaires. Rien ne nous dit qu'on n'aura pas des meilleures béquilles plus tard. Mais ce sera probablement le cas en fait. Je pense juste qu'il faut se dire, il faut savoir que c'est des béquilles et pas les confondre avec des jambes. Voilà, exactement. Voilà, exactement. Et bravo, belle image. En tout cas, la vérité absolue n'est pas quelque chose qui existe. Il faut arrêter avec ça. Il n'y a rien qui vous la donnera, que ce soit certainement pas la foi, puisqu'on rappelle que la foi n'est qu'une croyance. Dans la croyance, on croit. On ne sait pas, on croit. La science, évidemment, Adrien vient de nous le dire, la science ne permet pas une vérité absolue. Est-ce que le fait de savoir, ça serait pas la science, comme les super... Les super sciences. Super science. Kamehameha dans ta gueule. C'est ça, voilà. Philo à coups de boule de feu. De l'argument énergétique. En tout cas, on voit que à partir de la philosophie des sciences et de l'empirisme en général,
on va arriver progressivement à des problématiques autour de la connaissance. Et dans ce sens, c'est vraiment une des problématiques essentielles. Il y a plein de problématiques autour de cela, mais c'est une des problématiques essentielles. Quand je parle du cercle de Vienne, il y a aussi autre chose par rapport au cercle de Vienne que je voudrais dire, c'est que pour eux, toutes les sciences doivent un jour pouvoir être mises en commun, doivent être mises ensemble sous une même idéographie, un même langage. Ils jugeaient que l'intégralité des sciences, pour le moment, faisaient leur travail dans leur coin, mais qu'un jour, on trouvera un langage idéal, ce qu'ils appellent l'idéographie. C'est un rêve déjà frégéen, à la base de Gottlob Frege, dont ils sont les héritiers, puisque Gottlob Frege enfin, Russell critique les travaux de Gottlob Frege, Wittgenstein critique les travaux de Russell, et finalement, le cercle de Vienne emprunte les travaux de Wittgenstein pour s'élaborer. Seulement, le cercle de Vienne, et ça, j'insiste là-dessus, et vous en trouverez des traces dans le Monde logique, donc qui est le supplément donné avec l'écran de sens, le cercle de Vienne n'a pas forcément bien compris les théories wittgensteiniennes. Ils ont oublié les derniers axiomes. Voilà, exactement. Ils ont oublié complètement la fin du Tractatus, qui est pour Wittgenstein le plus important. Mais bon, bref, il y a ce désir d'idéographie, de trouver un langage idéal qui permette de réduire toutes les sciences. Et là, on est en plein dans le Mythos Quadria, c'est-à-dire que. Puis dans l'actuel aussi. Actuellement, un des grands travaux en physique, c'est essayer d'unir la théorie de la relativité et la théorie quantique. Et ce genre de réunion, c'est justement, enfin, je pense que ça tombe dans cette. Absolument. C'est un héritage. C'est essayer d'unifier les théories parce que en fait, en physique, je pense qu'il y a une recherche de l'élégance d'une solution. C'est-à-dire que d'avoir quelque chose qui marche à petite échelle, quelque chose qui marche à moyenne échelle, quelque chose qui marche à très grande échelle, quelque chose qui marche sur les forces électromagnétiques, quelque chose qui marche, tout ça c'est pratique, mais ça manque d'une élégance d'unification, voilà. Tout à fait. Mettez des hautes formes à vos théories, les gars. C'est ça, ayez la classe, merde. En tout cas, ces sujets autour de la connaissance, des sens qui nous trompent, du malingénie de Descartes, de l'induction humienne, de l'idéographie monde parfait, sont au cœur en fait de tous les personnages de Sens. Cédric, tu voulais ajouter quelque chose ? Oui. Alors non seulement c'est au cœur de tous les personnages de Sens même lui-même, le livre. Voilà, mon expérience personnelle, c'est qu'il y a deux choses qui ont eu envie de me remettre à la philosophie parce que j'ai perdu pied à un moment et c'est vrai que ça me gonflait énormément. C'est dans un premier temps Sens néant, qui m'a apporté énormément de choses, même si on a joué la première mouture, j'expliquerai après pourquoi, mais ça m'a vraiment redonné confiance en la philosophie, et c'est le sens actuel. Mais là, je parlerai, voilà, fait de cellulis, de simulacre, enfin bon, bref, le système, quoi. Après Sens Cosmo, sens actuel. En tout cas, donc, en effet, oui, c'est très présent. En tout cas, dans Sens néant, il y a cette idée que par les sensations différentes, on va acquérir d'autres concepts et une autre manière de voir les choses et le monde. Il y a quelqu'un dont on n'a encore pas parlé et c'est vrai qu'à l'époque où tu as créé Sens, t'en parlais beaucoup et a priori ça a été un des sources d'inspiration. Je sais tout à fait de qui tu as parlé. J'aimerais que tu nous parles de Condillac. De Clara Morgan. Ah merde. Ah merde. Ah ouais, d'accord. Ouais, on était autant dans l'abbé de Condillac, on en a vaguement parlé en fait tout à l'heure lorsqu'on a abordé les sensualistes. L'abbé de Condillac avait fait l'expérience de penser d'une statue qui est totalement dépourvue de sens. Tiens donc, Asilis en fait. En fait, oui. On va l'appeler comme ça. Et à qui progressivement Condillac donnait des sensations. Et montrait en fait à chaque nouveau sens acquis comment elle acquérait des idées, des concepts, des notions morales, etc. Donc là, on est totalement dans le sensualisme dont parlait Cédric tout à l'heure. Donc là, tu parlais du traité des sensations. On parlait pardon, excuse-moi, oui, putain. On parle bien sûr du traité des sensations de Condillac, qui est cité en référence dans Sens Renaissance, donc vous pouvez en retrouver les traces dans les commentaires. Du livre. Justement, lui, il supposait que c'était vraiment que les sensations elles-mêmes déterminaient les idées. C'est pas un empiriste, c'est bien un sensualiste.
Oui. Donc voilà. Et c'est vrai que c'est une source d'inspiration pour Sens. Je veux pas aller trop loin parce que vu qu'on est dans un podcast d'histoire de la philosophie, on va pas non plus passer. On pourrait passer des heures sur Condillac, sur Kant, sur tous les sujets. Sur tous les sujets. Hein. Voilà, c'est ça. Mais le but, c'est juste d'ouvrir aux auditeurs des possibilités d'explorer. Voilà, en indiquant les références des livres qui peuvent leur être utiles pour mieux comprendre Sens finalement. Ouais, c'est ça exactement. Et surtout quand on lit un livre de philosophie, il est toujours écrit dans un contexte de débat et d'actualité. Et si on n'a pas une vision globale de l'histoire de la philo, c'est difficile de voir la pertinence des propos. Et parce qu'évidemment, quand on parle de sens au XVIIIe siècle, dans l'Antiquité, c'est pas la même chose que quand on parle de sens à l'heure actuelle. Oui. Parce que actuellement, quand on parle de sens à l'heure actuelle, c'est vraiment par une façon. On en parle dans la théorie de l'épistémologie et la théorie et la philosophie de la connaissance. C'est comment on acquiert. Ça me fait penser à ce genre de choses. Mais au final, ça passe un petit peu à. On a des visions très claires aussi de ce que c'est, puis très bientôt, quand 7 milliards de gens parleront de sens, ils parleront du jeu de rôle et pas d'autre chose, on est bien d'accord. Hein. Très récemment, j'ai vu un magazine scientifique, je crois que c'était Science, ou je sais plus exactement lequel. Super Science. Ou Science et Avenir, ou je sais plus. Où il y avait un article, le gros article du journal, c'était les sens, en gros. Et en fait, moi, je m'attendais à une réflexion sur les sens. Il y en avait en partie, mais le plus gros de l'article, c'était effectivement juste une description mécanique de comment fonctionne chacune de nos perceptions. Alors l'article avait le mérite d'être quand même assez complet, vu qu'il ne s'arrêtait pas à ce que les gens appellent les 5 sens. Il y avait la proprioception, thermoception, conriception, etc., etc. Donc il y en avait un paquet. Et je rebondis aussitôt sur tout ce que tu disais, sur effectivement tout ce qu'on a dit sur les différentes philosophies sur les sens, etc. Tu conseilles ton bouquin. C'est ça, faut que je conseille mon bouquin. C'est qu'effectivement, moi dans ce podcast, je me suis pas senti trop perdu, même s'il y avait parfois des questions que j'avais à poser pour des informations. Parce que je suis pas du tout philosophe, hein. Mais je vous conseille, si vous êtes intéressé par le sujet et par effectivement arriver à comprendre le contexte de chacune des théories philosophiques, c'est de lire l'histoire de la philosophie occidentale de Bertrand Russell, qui a le mérite d'être extrêmement exhaustive. Alors, elle est très chiante au début parce que vous allez avoir un paquet de grecs au début dont non mais il y a des trucs rigolos, mais au bout d'un moment, les Grecs, ça va vous sortir par les oreilles. Mais bon, peu importe. Sortir par les oreilles ou sortir de la zone euro. C'est ça. Et aussi, oui. C'est ça. C'est peut-être un pied de nez à Merkel. Et ensuite, vous arrivez au fur et à mesure justement vers ce dont on a parlé. Et vous avez tout le contexte qui est détaillé. Vous pouvez faire des allers-retours. Puis c'est bien écrit et c'est pas de la haute voltige. Il faut pas avoir un gros bagage. Le livre va être très très pédagogique. Intéressant de conseiller ce livre de Bertrand Russell en ouverture de ce podcast. Donc oui, alors en fermeture peut-être. D'accord. Moi j'appelle toujours ça l'ouverture parce que je sais pas pourquoi. La fin c'est pour moi sur ça. Ouais, c'est pour ça. Voilà, c'est dissertation on ouvre. Ouais. Mais en clôture le truc que je voudrais dire, c'est qu'évidemment. Sens n'apparaît pas tout de suite, en tout cas au personnage, comme un jeu philosophique. Parce que c'est vrai qu'on pourrait dire oui, on s'attendrait d'un jeu philosophique qui cite des auteurs, qu'on se retrouve tout à coup avec des phrases d'Emmanuel Kant prononcées par Solipsis et qui disent. Ça ferait chier le joueur et voilà, le musique, quoi. Sens n'est pas une dissertation. Je pense. Sens, c'est un jeu dans lequel les personnages vont être plongés dans des contextes qui vont faire que ces questions vont commencer progressivement à les habiter. Et ils vont devoir surtout se positionner par rapport à elle. Oh putain. Voilà, pardon. Elle a été faite, ça y est. Voilà, c'est bon. Donc, moi, je sais même pas comment rebondir. Bref, toi, tu je pense fais les que bons, par nous, on fait les exemple, mauvais. pour pouvoir amener ce genre de questions, bon, c'était peut-être que ça a un peu évolué depuis, mais nous, on avait, dans Sens Renaissance, été confrontés à des créatures qui avaient perdu certains de leurs sens. Je pense notamment, moi, j'ai commencé avec le Scénar Réeut, qui étaient des créatures qui n'avaient que le sens du toucher. Du toucher, ouais. Donc ce genre de choses qui peuvent être intéressantes, ça fait des scénars chouettes. Mais bon, en fait, je pense que le fragile aujourd'hui dans ce sens permet déjà d'aborder amplement ces questions. Et puis voilà, donc c'est ça que je voulais dire, c'est que Sens c'est un jeu philosophique dans la mesure où il vous fait se poser des questions de philo, mais il n'encourage pas ce que j'appellerais l'érudition.
C'est-à-dire que le but, c'est pas de savoir qui en connaît le mieux sur Kant, et Hegel et machin, et qui c'est qui saura sortir sa théorie philosophique de derrière les fagots. Le but, c'est de se poser des questions, pas forcément de connaître les philosophes, dans un premier temps. Cédric voulait intervenir. Jérôme. Moi, c'est quelque chose que je trouve vraiment. Moi, c'est ça qui fait que je trouve que Sens est formidable. Du point de vue philosophique, c'est il cherche pas à faire des gens des historiens de la philo. Il cherche clairement à en faire des philosophes. Merci Jérôme. Ça me va trop au cœur. Parce qu'à la fac, c'est un peu ce qui arrive. C'est l'inverse. C'est même complètement malheureusement ce qui arrive. En tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça. Heureusement qu'à côté, on a une curiosité intellectuelle qui fait que. Maintenant, Sens, en effet, mais Rome, quand tu dis oui, le but du jeu, c'est pas d'avoir une histoire de la philosophie, et heureusement, parce que la philosophie n'est pas, le rôle de la philosophie pour moi n'est pas de trouver des réponses, mais bien d'amener les gens à se poser des questions. Ce que fait exactement Sens. Le philosophe, c'est pas celui qui a écrit un bouquin sur la philo, c'est celui qui réfléchit. Oui, on n'est pas BHL, bordel. Je sais plus où me mettre. Je sais plus où me mettre parce que vraiment c'est ce que je voulais avec ce jeu. J'avais peur qu'on tombe je suis dans désolée, l'écueil. voilà, je ferme mon emmerdeuse, mais c'est pas grave, vous avez Vas-y. l'habitude. C'est bien de réfléchir, mais c'est bien aussi d'avoir une petite idée de l'histoire, de l'histoire de la philosophie. Ah oui, non, mais histoire attention, d'éviter c'est un de ressasser absolument les mêmes sûr. idées qu'on déjà. C'est bien aussi d'avancer dans la vie, quoi. Oui, non, bien sûr. En fait, attention. Quand je dis ça, c'est évidemment, il est beaucoup mieux de lire Platon, Descartes, tout ça, pour pouvoir avancer. Oui, non, ça, je suis bien d'accord. Sens, c'est pas la fac de philo. J'ai pas l'ambition que mes joueurs deviennent des découvreurs de théories philosophiques originales. Non, mais ton livre peut les amener à s'intéresser à certaines voilà, théories. C'est ça. Voilà. Connaître Socrate, Adrien. Platon, Aristote, tous les autres philosophes, c'est pas une finalité en soi. C'est juste ça qu'il faut se dire. Ouais, c'est ça. Et surtout, c'est pas grave de ne pas savoir Bien résumé. Le philosophe qui a pensé telle ou telle pensée. Ce qui compte, c'est de la pensée. Oui, c'est ça, oui, bien sûr. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est vraiment. Perdez-vous sur Wikipédia, cliquez de lien en lien. Wikipédia, je voulais en parler. C'est pas très bon, Wikipédia. Surtout pas pour les philosophes. Je suis désolé, mais tant que ça. Non, vraiment, Adrien, vraiment. Pour moi, franchement, j'en ai lu des philosophes. Vraiment, alors, je l'ai jamais utilisé quasiment pour ça, mais c'est vraiment affreux. Il y a vraiment des raccourcis qui sont limites. Il y a des erreurs très mauvais, mais dans tous les domaines. On dit ça, mais on vient d'en faire énormément aussi dans ce podcast. Oui, bien sûr. C'est pas les raccourcis que je condamne, mais c'est plutôt les engagements. C'est-à-dire qu'on voit bien que les philosophes sont susceptibles d'interprétation, et dans Wikipédia, c'est jamais écrit que une telle interprétation provient de telle école de pensée. Du coup, à la limite, parcourir Wikipédia avec le même recul que vous écoutez ce podcast. C'est exactement ça. Un bon esprit critique, parce que c'est vrai qu'on démonte des gens assez facilement, comme Kant, Hegel ou autres. Attendez, c'est aussi un parti pris. Il y a des gens qui vous défendront le contraire. Donc n'hésitez pas à bouffer à tous les râteliers. Surtout pour Hegel, parce qu'à la base, nous, on est quand même plus du côté philosophie analytique, mais il y a des gens qui sont pas du tout d'accord avec ça et qui penseront que Hegel c'est chouette, quoi. Enfin là, je pense ça s'est pas du tout senti dans ce podcast en l'occurrence, qu'on a été côté, comme tu dis, philosophie analytique. Ouais, mais bon, après, c'est parce qu'on a trollé un peu, surtout moi d'ailleurs, mais voilà. Peut-être que t'as trollé un petit peu, effectivement. Oui, mais c'est amusant aussi. Je le fais pas pendant mes cours ou très peu. Donc j'en profite de le faire maintenant. Troller pendant les cours. je troll un peu, mais je reconnais toujours aux auteurs que j'utilise un mérite. D'accord. Voilà, c'est au moins le mérite d'être dans mon cours. Désolé. Comme Heidegger a le mérite de pouvoir être cité, mais c'est tout. L'histoire de la oui, mais juste pour marrer Heidegger. Juste pour anecdote, sachez que l'histoire, et ça je parle aux auditeurs, l'histoire de la philosophie et des sens dans la philosophie, donc ce qu'on vient de faire, c'était uniquement la première partie de mon podcast. Donc c'est évidemment un podcast qui en appelle aussi bien d'autres. On pourrait passer quasiment un podcast entier à parler de la vue des fragiles et à ce que ça implique, le fait que voir tout, c'est être aveugle. Enfin, il y a plein de thématiques comme ça qui sont abordées et qui seront abordées avec d'autres sens, comme le mantis et l'alvéole dans Sens Néant. Cédric, tu voulais dire? Ouais, alors très rapidement, parce qu'il faut conclure, mais oui, je voulais parler très rapidement de Sens Néant. Où moi, là, j'ai pris, c'est vrai, une grosse claque, à savoir que j'ai découvert des êtres qui pouvaient ne partager aucun sens avec nous, humains. Ce qui fait que voilà, c'est un questionnement perpétuel, à savoir que oui, dans l'univers, peut-être qu'il existe, ou même ici sur Terre, il existe des êtres nous on appelle ça des êtres, qu'on ne rencontrera jamais, tout simplement parce qu'ils ne possèdent pas les mêmes sens que nous. Donc on n'a aucun contact avec eux. Donc en fait, ça remet
Ah si, c'est une hypothèse qui est valable. Vous verriez, chers auditeurs, vous verriez la tronche d'Adrien. Je finis ma démonstration. Mais en fait, ce qui dans Sens Néant, on découvre ça. Et le simple fait de se poser cette question-là, je trouve que c'est vraiment énormissime. Je trouve que c'est vraiment l'une des questions principales pour moi que Sens Néant pose. C'est celle-là, à savoir est-ce que nos sens nous permettent de tout découvrir, ou alors est-ce que nous ne découvrons qu'une infime partie de ce qu'est l'univers ou de ce que peut être l'univers. Vas-y Adrien, lâche-toi. Alors je suis d'accord, de nouveaux sens ça peut permettre de voir d'autres choses. Il faut pas négliger que tous nos sens, enfin que beaucoup de nos sens nous permettent de voir la même chose sous des aspects différents. La vue et le toucher apportent des informations qui sont complémentaires. Par exemple, la forme d'un objet, on la voit à la vue, on la voit au toucher. L'odeur et le goût, c'est des sens qui sont assez similaires dans le mécanisme, qui sont effectivement assez détachés de ça. Mais je suis désolé, s'il y a des êtres qui ont des sens distincts complètement des nôtres, il n'empêche que peut-être qu'ils voient le même monde que nous, parce que ça interagit de la même façon avec ce qui les environne. Et du coup, peut-être que eux, nous aussi, on les voit, mais juste on se rend peut-être pas compte de leur sens. Cédric. Oui, je pense que ça demanderait un podcast à lui tout seul. Oui, non, voilà, c'est ça. Je pense que de toute façon, il va falloir. En fait, le sens pour moi, c'est la perception de choses. C'est pas forcément. En fait, il y a pas forcément des choses associées à chaque sens. Parce que tu présupposes qu'il existe des choses à percevoir. Alors, que tu es dans une conception réaliste du monde. Typiquement, les phénoménologues ou les constructivistes pourraient te dire des choses totalement différentes. Oui, non, mais je vois ce que tu veux dire. En fait, le sens. Alors moi, quand je parle d'un sens qui permet de percevoir des objets, on peut aussi se dire que ce sens, il permet. En fait, ce que l'on perçoit, ce n'est pas l'objet, c'est la relation entre notre organe percepteur et l'objet. Mais il n'empêche que ces interactions données, elles peuvent toujours exister entre ce qu'on va appeler l'objet et d'autres organes percepteurs, et elles vont être ressenties différemment. Mais il n'empêche que cette relation, c'est toujours cette même relation qu'on ressent. Ça, c'est un mot sur lequel j'ai pas trop rebondi quand on parlait, je sais plus quand, mais c'est qu'effectivement en physique actuellement le point, enfin la physique du point n'est pas quelque chose qui est, c'est comme quelque chose de complètement abandonné dans les recherches actuelles. Aujourd'hui, la physique des relations. Ouais. Alors, et ça, c'est vraiment. On va pas parler de relations exactement, mais c'est, si ça, c'est pas un putain d'héritage du cercle de Vienne et de Wittgenstein. C'est que maintenant, un atome, c'est pas un objet. Un atome, c'est la coïncidence de plusieurs interactions. Et donc les sens perçoivent les interactions et les relations plus que des objets qui existeraient indépendamment. Alors, on va peut-être s'arrêter là. Non, c'est vrai que t'as envie encore d'intervenir. Ouais, j'aurais juste voulu préciser quand même qu'il y a un prédicat. On peut jeter la pierre à Descartes, mais il a au moins le mérite de poser ça, c'est qu'il y a un sujet. Alors, pensant ou non, on s'en fout, mais au moins il y a le sujet. Et c'est vrai que en tant que sujet, tu es limité. Pour moi, tu es limité par tes sens, donc ton interprétation du monde, en fait, est limitée. Quand je disais qu'il y avait d'autres êtres, possiblement qui existaient, ces êtres eux-mêmes étaient limités en fait par les limites de mes sens sont les limites de mon monde en fait. Voilà, c'est exactement ça. Que par et c'est ce que j'ai découvert grâce à Sens Néant en fait. D'accord. Ok. D'ailleurs, en parlant de Descartes, si on allait jouer au Val. Mais en fait, si on y réfléchit bien, la vue du fragile pose déjà quelques problématiques oui, bien sûr, sur l'extension de l'âme par rapport à la vie, etc. Oui, allez, on va aller jouer au Val avec des cartes. C'est ça. Voilà. Dans un relais des cartes, on va aller jouer aux cartes. Allez, à bientôt tout le monde. Salut. Salut. Jouez bien, portez-vous bien.